Juste avoir des gens qui travaillent pendant 4 ou 5 ans sur quelque chose qui n'avance pas, ça détruit n'importe qui. Personnellement, j'ai toujours joué aux jeux vidéo. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai grandi devant un écran, jouant à tout ce qui pouvait me tomber sous la main. Qui étaient les producteurs, les développeurs, les éditeurs, je m'en fichais quand j'étais petit. Tout ce que je voulais, c'était m'amuser. Mais à force de voir tous ces logos s'afficher à chaque démarrage, j'ai fini par les retenir. Activision, Electronic Arts, Valve. Je savais pas qui ils étaient ou même ce qu'ils faisaient, mais je savais qu'ils existaient et que leur existence était en lien direct avec le jeu auquel j'étais en train de jouer. Mais pour moi, tout a changé quand j'ai vu ces images. Je m'en souviens encore. On était au collège et tout le monde était bluffé. C'était tellement beau, tellement impressionnant, et c'est ce jour-là que j'ai appris à retenir le nom d'un des plus grands studios de jeux vidéo au monde, Ubisoft. Ubisoft, c'est une boîte française d'origine bretonne, actuellement basée à Montreuil, juste à côté de Paris, qui aujourd'hui est un des plus grands mastodontes de l'entreprise du jeu vidéo, que ce soit en distribution ou en développement. Ubisoft, dans les années 2000-2010, ce sont des jeux incroyables. Il y avait la trilogie de Prince of Persia, le lancement de la saga Far Cry, ou encore Assassin's Creed. Assassin's Creed, c'est une saga qui vous plonge dans le corps de différents assassins à travers l'histoire. Et en 2007, c'est une véritable révolution, que ce soit en termes de réalisation ou en termes de technique. Ils ont développé un tout nouveau moteur de jeu pour l'occasion qu'ils vont appeler l'Ubisoft Anvil et qui va leur permettre de créer une ville entière, une véritable immersion en monde ouvert. C'est une folie technique, les graphismes sont excellents, l'histoire est originale, le gameplay reprend ce qui avait fait le succès de la saga Prince of Persia et va y rajouter de l'infiltration, un monde ouvert, une histoire originale et une réalisation jamais vue. Avec Assassin's Creed, Ubisoft pose les bases de ce qui va être l'une des plus grandes sagas de l'histoire du jeu vidéo. Et ça va directement se ressentir dans les ventes parce que Assassin's Creed, c'est un succès planétaire. C'est 8 millions d'exemplaires vendus dans le monde et tout va s'enchaîner très vite. Ubisoft, ils vont surfer sur la hype de leur nouvelle saga pour sortir 2 jeux portables. 2 jeux qui vont alimenter le marché des consoles portables et surtout temporiser le temps que l'équipe principale à Ubisoft Montréal prépare la suite. Et en 2009, 2 ans après le premier opus, la bombe est lâchée. Assassin's Creed 2. Le 1, ça avait été un immense succès, mais il y avait une critique qui revenait en boucle et c'était le fait que le jeu lui-même était trop répétitif. Et les développeurs, ils vont être malins, ils vont prendre en compte cette critique pour modifier la structure narrative du jeu et la rendre plus libre. Les combats étaient un peu trop limités dans le 1 avec seulement des coups de poing, et bien là ils rajoutent des coups de tête, des coups de pied, des coups de genoux, des assassinats depuis un rebord, depuis un banc, depuis une botte de foin. Il n'y avait pas assez d'armes dans l'épisode précédent? Et bien voilà une trentaine d'armes pour vous amuser à faire les meilleures cascades tout en tuant tout ce qui est tuable. Et pour rendre ça encore plus fun, on va rajouter plein de types d'ennemis différents. On va varier le gameplay, on va enlever tout ce qui peut s'apparenter à quelque chose de répétitif. On nous plonge dans un contexte historique différent, avec une histoire tragique, et tout ça combiné, c'est un succès mondial. Le succès est phénoménal, à tel point qu'avant de passer au 3e épisode avec un nouvel assassin et une nouvelle époque, ils vont faire 2 jeux supplémentaires, Brotherhood et Revelations. Pareil, c'est 2 immenses succès. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on se dit c'est bon, on a fait le tour de la licence. Faut arrêter de faire des jeux Assassin's Creed avant de se répéter et faire des jeux moins bien, parce que c'est ce qu'on va faire. Si on commence à aller trop loin, trop vite, on va faire des jeux de moins en moins bien. Octobre 2012, c'est la sortie du prochain grand épisode. Celui qui a été teasé, annoncé, présenté comme le jeu qui a coûté le plus d'argent à produire. Le jeu le plus important de toute la saga. En seulement 4 mois, le jeu fera 12 millions de copies vendues. C'est une folie furieuse. Tout le monde y joue. Assassin's Creed 3, c'est parmi les jeux les plus vendus de toute l'année 2012. À côté de FIFA 13 et de Black Ops 2. Et ayant moi-même découvert Assassin's Creed avec cet épisode, j'ai été envoûté. L'histoire, la sensation de maîtrise dans chaque combat, se battre contre des forteresses entières pour la liberté et pour la vengeance. Il n'y a pas que ça parce que les graphismes, pour moi à l'époque, c'était les plus réalistes que j'avais jamais vus et que j'allais jamais voir de ma vie. Je jouais à 15 FPS sur un vieux PC portable, mais j'en avais rien à faire. C'était trop bien. Un jeu incroyable géré d'une main de maître par 2 hommes. D'un côté, il y a Alex Hutchinson, le directeur créatif qui a dirigé toutes les équipes de développement. Et le deuxième, c'est le producteur Sébastien Puel, qui s'est assuré que tous les budgets étaient respectés et que les plannings étaient bien organisés pour sortir le jeu dans un bon état. Et maintenant qu'on a établi qui était Ubisoft, la saga Assassin's Creed et le succès planétaire de cette licence, il est temps pour nous d'attaquer le plat principal. Le jeu à l'origine d'un cauchemar qui mettra à bout des centaines de développeurs, qui poussera Ubisoft à décaler sa date de sortie de plus en plus, continuant de pomper de l'énergie vitale de centaines de personnes, travaillant presque des centaines d'heures par semaine pour certains dans un immense chaos, provoquant des dizaines de burn-out et de démissions. Toute cette histoire, je vous la raconte maintenant, et le jeu à l'origine de cet enfer, il s'appelle Assassin's Creed 4 Black Flag. Ouf.
Oh, cette musique, les frissons, mon Assassin's Creed préféré. Nous incarnons un pirate du nom de Edward Kenway qui malgré lui va être embrigadé dans des histoires d'assassins. Petit à petit, Edward devient capitaine de bateau et se retrouve dans les Caraïbes à poutrer des Anglais et des Espagnols parce que c'est trop bien de poutrer des Anglais et des Espagnols. On est plongé en plein âge d'or de la piraterie, on rencontre plein de pirates qui ont marqué l'histoire, on aborde des bateaux pour tuer encore plus tout ce qui est tuable. On part à l'assaut de forteresses maritimes, on tue, on saute, on explose, on tire, on plante, c'est trop bien. Et c'est évidemment un succès financier parce que c'est 11 millions de copies vendues. Le jeu est développé sur PlayStation 3 et Xbox 360, mais également sur PS4 et Xbox One. Et finalement, il va être vendu sur PC. Le public, il est trop content. Les investisseurs, ils sont trop contents. Les développeurs, ils sont ultra contents. Et chez Ubisoft, ils ont une idée de fou. Faire une extension multijoueur où on pourrait se livrer d'épiques batailles navales dans l'univers d'Assassin's Creed. Prenez mon argent. C'est une idée incroyable parce que quoi de mieux que d'exploser des IA de bateaux espagnols? Exploser de véritables Espagnols, c'est l'idée du siècle. Et pour mener à bien un projet aussi incroyable, ils vont demander à quelqu'un qui connaît par cœur la licence Assassin's Creed, Sébastien. Le projet est lancé, il porte le nom de Black Flag Infinite et c'est exactement à ce moment-là que tout va partir en cauchemar. Ubisoft, il savait qu'il y avait gros à jouer avec un projet pareil et il savait aussi que pour faire les choses bien, il fallait du temps. Le prochain Assassin's Creed, il sort dans 1 an et 1 an, c'est beaucoup trop court. Et sortir un DLC multijoueur à ton jeu quand la suite du jeu est déjà sortie, c'est contre-productif. Parce qu'en faisant ça, tu risques juste d'éparpiller ton public au lieu de les concentrer sur la suite. Donc Black Flag Infinite, en toute réalité, pour le sortir, il fallait déjà travailler dessus en même temps que Black Flag tout court. En une seule année, c'est impossible à sortir. Mais au quartier général d'Ubisoft à Paris, ils sont convaincus que l'idée a du potentiel. Du potentiel en dehors de la licence. Ils veulent faire un jeu de bataille navale à l'âge d'or de la piraterie. Nous sommes actuellement en fin 2013, Sea of Thieves est loin d'être sorti et donc le marché du jeu naval pirate, il est complètement vide. Et vu les excellents retours des joueurs sur les batailles de Black Flag, Ubisoft, ils sont convaincus qu'ils peuvent démarrer une toute nouvelle licence à succès planétaire. Black Flag Infinite est rayé de la carte et c'est le début du projet qui va démarrer toutes les souffrances, Skull and Bones. Sébastien, il est aux commandes de ce tout nouveau navire. Un navire qu'il doit mener droit vers la réussite. On a le navire, on a le capitaine, mais laissez-moi maintenant vous introduire l'équipage. C'est jamais facile de lancer une nouvelle licence pour un gros studio. Pour la simple et bonne raison que les investisseurs, ceux qui donnent à Ubisoft le droit d'exister grâce à leur argent, ils aiment pas le risque. Ils aiment les choses qui se vendent bien pour faire un maximum d'argent. Les reboots, les remasters, les suites, c'est toujours plus facile de faire vendre quelque chose que le public connaît déjà. Et comme créer quelque chose ça coûte de l'argent, c'est un risque financier. Il faut payer les employés sans savoir si le produit va se vendre. Donc là, à Paris, ils se posent la question. Et si on arrivait à avoir un équipage qui coûte presque rien? Du moins qui coûte beaucoup moins cher que les autres. Ubisoft Singapour. En 2008, Ubisoft avait ouvert un studio à Singapour et durant ces quelques années d'existence, l'équipage avait déjà eu l'occasion d'aider sur différents jeux. Ils avaient acquis une certaine expérience. Il y a 3 arguments qui vont convaincre Ubisoft Paris de confier la création de Skull and Bones à Singapour. Premièrement, l'équipe avait travaillé sur toute la partie maritime de Black Flag. Les batailles de bateaux, la gestion des océans, les collisions, ils connaissaient tout par cœur. Deuxièmement, Ubisoft Singapour, ils ont déjà développé un jeu multijoueur, Ghost Recon Phantom. Un jeu qui certes n'a rien à voir avec des bateaux ou des pirates, mais c'est un jeu multijoueur. Ça veut dire que Singapour est capable de faire des jeux multijoueurs. Et troisièmement, le gouvernement singapourien. Il se trouve qu'à Singapour, le gouvernement est énormément investi dans le développement de l'économie. En 50 ans, le pays est passé de très pauvre à très riche extrêmement rapidement. Et comme le gouvernement veut que son pays se développe économiquement, il veut que de grandes entreprises viennent s'installer pour donner du travail à ses citoyens. Et pour motiver l'arrivée de grandes entreprises, ils vont les subsidier. Ils vont leur donner un maximum d'argent, un maximum d'aide financière. Et le gouvernement, il avait dit à Ubisoft, si vous laissez votre branche à Singapour démarrer une toute nouvelle licence qui a pour but de devenir un succès planétaire, on est prêt à vous donner beaucoup d'argent pour financer tout ça. Des gens qualifiés avec de l'expérience et en plus de ça, un gros chèque du gouvernement singapourien qui va financer le projet. Pour Ubisoft, c'est la définition du jackpot. Le plan est très simple. Donner le projet Skull and Bones à Ubisoft Singapour et les laisser faire des rapports sur l'avancement du jeu auprès des dirigeants à Paris, qui vont alors valider ou rejeter ce qui a été fait. Et c'est comme ça que le navire se lance. Des membres d'équipage déterminés et remplis d'espoir, qui ne le savent pas encore, mais qui s'apprêtent à entrer dans une immense tempête. Durant les premières années de développement de Skull and Bones, le principal problème, c'est la direction artistique. Au début, le studio comptait réutiliser les assets de Black Flag, mais plus le temps passait et plus il devenait obsolète. Et maintenant que le projet n'a plus rien à voir avec l'univers Assassin's Creed, il fallait décider de où est-ce que va se passer l'aventure. Et l'équipe va travailler sur plusieurs prototypes. Des designs tous différents les uns des autres, et des concepts de gameplay qui également vont différer. Sébastien, lui, il a taffé en tant que producteur sur des jeux solo, et le voilà en tant que directeur créatif sur un jeu multijoueur. Il n'est pas habitué à ce genre de projet, et du coup, la question se pose, on fait quoi ?
Un immense monde ouvert multijoueur, un MMORPG avec des quêtes, des donjons, des classes, un jeu avec des campagnes multijoueurs à faire en coop avec des amis. Tout ça est très flou et ça va coûter énormément de temps à Sébastien et son équipe, qui naviguent dans un brouillard très épais. Et tous ces questionnements, ils vont durer 2 ans. Ça fait 2 ans que le projet est lancé et ça fait 2 ans qu'on fait des prototypes en boucle qui sont rejetés et modifiés. Et à Paris, chez les dirigeants d'Ubisoft, c'est un peu la panique. Ils commencent à douter de Sébastien. Ils commencent à se dire que Sébastien n'est peut-être pas fait pour ce travail. Et même Sébastien lui-même, il commence à se rendre compte qu'en réalité, il a peut-être pas l'expérience nécessaire pour un projet multijoueur aussi ambitieux. Et c'est pour ça qu'en janvier 2016, Sébastien quitte le navire. Les dirigeants, ils vont alors mettre un nouveau capitaine aux commandes. Et son nom, c'est Justin Farren. Et lui, il va tout changer. Justin, il a un profil qui est similaire à celui de Sébastien. C'est un producteur qui a travaillé sur Assassin's Creed. Et le voilà à la direction créative d'un jeu multijoueur. La seule différence entre les deux personnes, c'est que Justin, lui, il a une idée précise de ce qu'il veut. Et lui, ce qu'il veut, c'est Rainbow Six Siege avec des bateaux. Attendez, vous allez voir, c'est super simple. Un mois avant l'arrivée de Justin sur Skull and Bones, Ubisoft Montréal avait sorti Rainbow Six Siege, un FPS tactique en 5 contre 5 assez différent des autres FPS parce qu'à l'époque, il y avait des Call of Duty et des Battlefield ultra nerveux et Rainbow Six Siege c'était beaucoup plus stratégique. Une phase de reconnaissance avec des robots caméras, des préparations de défense, tout est mis en œuvre pour que vous vous sentiez comme un membre d'un groupe d'intervention, un membre du GIGN, un membre du SWAT. Et d'ailleurs les personnages que vous incarnez ce sont des personnages issus de groupes d'intervention. Et dans Rainbow Six Siege, il y a un mode de jeu particulier, l'extraction d'otages. Et le but est super simple. 2 équipes, une qui doit récupérer l'otage et l'amener dans un point d'extraction, et l'autre qui doit l'empêcher. Et bien Justin Farren, il va prendre ce mode de jeu, il va l'adapter en version bateau pirate. 2 équipes de 5 bateaux qui doivent récupérer un maximum d'argent sur la map et s'extraire. L'équipe va alors travailler jour et nuit sur cette toute nouvelle version du jeu dirigée par Justin Farren et en juin 2017, à la conférence de l'E3, Skull and Bones sort son tout premier trailer. Des images de fou, une ambiance de dingue, la présence de monstres marins, des combats épiques et en plus de ça, on a droit à la première démo jouable et du coup les premiers extraits de gameplay. Et dans la description du trailer, encore aujourd'hui, on peut y voir disponible en automne 2018. Comment on prend 6 ans de retard sur un jeu qui est déjà en développement depuis presque 5 ans, sur un jeu qui est déjà jouable et dont les retours sont hyper positifs. Comment perdre autant de temps? Eh bien vous allez voir, la réponse elle est super simple. Même si Justin Farren voulait faire son Rainbow Six avec des bateaux, certains haut placés chez Ubisoft, eux, ils le voyaient pas comme ça. Ils voulaient pas se contenter de ça. Il y avait trop de potentiel pour rien faire d'autre. Donc ils vont vouloir ajouter une zone PvE, exactement comme ils avaient fait dans The Division. Une grande map ouverte avec des structures à loot, la possibilité de rencontrer des joueurs, de se battre contre eux ou alors de s'allier avec eux pour battre des adversaires encore plus forts. Un jeu où vous seriez libre de vous déplacer sur un immense océan, avec des îles, des événements, la possibilité de looter ce que vous voulez looter, de tuer ce que vous voulez tuer, et de vous allier à qui vous voulez vous allier. Attendez, je viens de décrire Sea of Thieves. En 2018, en plein durant le développement de Skull and Bones et l'implémentation du monde ouvert, Sea of Thieves débarque. Un jeu en monde ouvert, sur un immense océan, avec des îles, des événements, la possibilité de se battre contre des IA du jeu ou contre des joueurs qu'on rencontre, c'est exactement ce que Skull and Bones voulait faire. En prenant autant de retard, Skull and Bones avait fini par se faire dépasser et maintenant il y a un concurrent sur le marché. Et Sea of Thieves, il est extrêmement apprécié du public, tout le monde va y jouer. Et ce phénomène, il va être largement amplifié parce qu'à son lancement, le jeu est directement distribué gratuitement à tous ceux ayant un abonnement Xbox Game Pass, ce qui rend le jeu extrêmement accessible. Chez Ubisoft, c'est la panique. Ça fait 1 an qu'ils bossent de fou sur le monde ouvert de Skull and Bones et un concurrent débarque leur piquer tout le public qui voulait un jeu de pirate multijoueur. Et ça va empirer le cauchemar dans lequel notre équipage navigue depuis maintenant 5 ans. La direction, elle ne veut pas que Skull and Bones soit une vulgaire copie de Sea of Thieves. Elle ne veut pas subir la comparaison. La vision de Justin Farren, ça ne suffit plus à convaincre les investisseurs et les dirigeants à Paris. Ils veulent quelque chose de plus ambitieux, de plus grand, de plus immersif. Et c'est pour ça qu'en 2019, notre 2e capitaine, Justin Farren, va lui aussi sauter par-dessus bord. Mettez-vous à la place d'un membre de l'équipage 5 secondes. Ça fait 6 ans que tu travailles sur quelque chose qui n'avance pas, sur lequel tu dois effacer et recommencer ton travail à l'infini pour coller aux nouvelles instructions. Et en plus de ça, tous les 3 ans, tu as un nouveau boss qui débarque avec une vision complètement différente qui t'oblige à tout recommencer depuis le début. Vous savez, je vous l'ai dit, mais Ubisoft Singapour, ils doivent faire des rapports au quartier général à Paris pour montrer leur avancement. Ils vont commencer à développer une peur. Ils vont avoir la boule au ventre de montrer leurs travaux aux dirigeants parce que jusqu'à présent, à chaque fois qu'ils l'ont fait, leur capitaine s'est fait décapiter. Ils ont dû repartir de zéro. En 2019, les dirigeants envoient un tout nouveau capitaine sur ce cauchemar. Elizabeth
Elizabeth Pellen, à qui on va demander d'implémenter de tout nouveaux concepts au projet parce que du côté des dirigeants, eux, ils ont de toutes nouvelles idées. Chez Ubisoft à Paris, ils sont maintenant convaincus que les jeux de survie c'est complètement à la mode en 2019 et ils veulent ajouter des éléments de survie à Skull and Bones. De la gestion de ressources, des échanges, du craft, plein de trucs qui n'étaient absolument pas prévus par les équipes de Singapour. Ça fait 6 ans que le jeu est en développement et on ne sait toujours pas vers quel type de jeu on va. Et à l'arrivée d'Elizabeth Pellen, des questions de base vont être réouvertes. Regardez, un truc tout con. Vous jouez le pirate ou le bateau? Ça, c'est une question à laquelle tu as la réponse durant la première semaine de développement. Là, ça fait 6 ans qu'ils taffent sur le jeu. Et c'est une question qui à chaque fois va être résolue, puis qui va changer de réponse. Encore et encore et encore et encore. Rien n'est clair. Tout le monde en a marre, plus personne n'est motivé. Les développeurs travaillent jour et nuit en faisant des heures supplémentaires pour voir leur travail mis à la poubelle constamment en boucle depuis 6 ans. Et la goutte de trop, ça va être quand Elizabeth Pellen va demander à l'équipe de permettre aux joueurs de sortir du bateau pour marcher sur la plage. Le jeu est entièrement designé pour être un jeu maritime. C'est la raison pour laquelle Singapour avait été choisi pour développer le jeu, parce qu'ils avaient travaillé sur la partie maritime de Assassin's Creed Black Flag. Maritime, pas la partie plagitime du jeu. C'est trop pour l'équipage. Petit à petit, ils vont être de plus en plus nombreux à quitter le navire. Burnout sur burnout, démission sur démission, ça fait 6 ans que rien n'avance. Et après avoir ajouté tous les éléments de survie et de craft demandés par Paris, ils vont leur montrer les résultats et on va leur répondre. Montrez-nous les plans de 2016, on va sûrement repartir là-dessus plutôt. On leur demande de travailler sur des détails de choses qui vont être éradiquées le lendemain. Ça n'a aucun sens. À Paris, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Les capitaines, ils doivent voyager avec un navire qui a été construit, détruit, reconstruit, redétruit, puis reconstruit derrière. À nouveau, à chaque fois, par des nouvelles personnes qui arrivent, puis qui repartent en burn-out. Et c'est pas tout, et si seulement c'était tout. Parce que Ubisoft Singapour, c'est connu pour des managers toxiques, des salaires extrêmement bas, des longues périodes de crunch qui au final ne servent à rien. Tenez, vous voulez une anecdote marrante? Chez Ubisoft, les employés peuvent recevoir une prime sur leur salaire en fonction des ventes des jeux qu'ils développent. À votre avis, votre prime, elle est égale à combien quand le jeu sur lequel vous travaillez, il ne sort jamais? On leur avait promis d'être ceux qui allaient construire une nouvelle licence, d'être les pionniers d'un nouveau genre révolutionnaire. Et voilà 6 ans qui sont prisonniers d'un cauchemar qui à chaque fois voit sa date de sortie repoussée. D'abord pour automne 2018, puis 2019, puis mars 2020, puis 22, puis 23, année où Elizabeth Pellen va quitter le projet. Skull and Bones vient de jeter par-dessus bord son 3e capitaine. Beaucoup ont cru que le projet avait été enterré. Mais les années ont fini par passer, et après 11 ans de galère, 11 ans de torture, 11 ans de changement, de remise à zéro, de burn-out, de démission, 11 ans et 120 millions de dollars. Ce qui à la base était un jeu pas cher à développer est devenu un gouffre. C'était devenu impensable d'abandonner un projet avec autant de temps et d'argent. Être celui qui met une croix sur ce projet, c'est être celui qui définitivement va jeter tout cet argent et tout ce temps par-dessus bord. Et chez les dirigeants d'Ubisoft, tout le monde est pétrifié d'être celui qui prendra une telle décision. Du coup, personne ne fait rien. Et en 11 ans, Ubisoft est également passé à travers de nombreux scandales. Harcèlement, environnement de travail toxique. On a appris entre-temps que Justin Farron c'était un immense connard, ce qui a sûrement pas aidé les équipes à avancer correctement sur le jeu pendant que lui était directeur créatif. Et malheureusement, Singapour, c'est eux qui ont eu le plus de problèmes vis-à-vis de ça. Tenez, par exemple, les salaires qui n'étaient pas les mêmes en fonction de l'origine des employés. Les femmes qui se faisaient harceler à leur bureau et à chaque fois que c'était déclaré auprès de la direction, eh bien la direction faisait tout disparaître. Ni vu, ni connu. En décembre 2023, la date finale est enfin annoncée. Le 16 février 2024. Enfin, l'arrivée tant attendue d'un jeu après 11 ans de développement. Les joueurs n'y croyaient plus. Des bêtas vont être lancés pour permettre aux joueurs de tester le jeu. Certains vont apprécier, d'autres sont clairement pas convaincus. Et si le jeu est bon ou pas, ça on le saura qu'à la sortie. Vous qui voyez cette vidéo dans le futur, vous le savez peut-être déjà. Mais un truc qu'on est sûr de savoir maintenant à l'heure actuelle où j'écris cette voix off, c'est que c'est loin d'être la fin du calvaire pour l'équipage de Skull and Bones. Maintenant que le jeu est lancé, il va falloir le patcher, le mettre à jour, rajouter du contenu, s'assurer que le jeu rapporte de l'argent, que les gens y jouent. Le prolongement d'un cauchemar qui a déjà duré 11 ans. Parce qu'en 11 ans, l'industrie du jeu vidéo, elle a changé. Lors du commencement du développement de Skull and Bones, à l'époque, ce qui était rentable, c'est de faire un blockbuster. Un jeu solide qui perdurait dans le temps à travers ses innovations, son immersion, son gameplay. Mais de nos jours, 11 ans plus tard, le plus rentable, c'est de se faire des jeux qui ne meurent jamais. Des jeux avec constamment des mises à jour. De nouveaux niveaux, de nouvelles armes, de nouveaux skins, de nouvelles maps. Rendre un jeu infini et multiplier en boucle les microtransactions. Ça, c'est devenu le modèle économique le plus rentable. C'est loin d'être terminé pour les développeurs de Skull and Bones. Comment un équipage, parti pour être pionnier d'une toute nouvelle licence, s'est retrouvé perdu en pleine mer, à la dérive, exténué, avec comme seule envie que cette aventure n'ait jamais existé. La volonté de dirigeants trop orgueilleux pour laisser tomber un projet bien trop ambitieux. Un projet qui a comme seule raison d'exister d'avoir coûté beaucoup trop cher pour finir abandonné.